Les Français parlent aux Français du bout du monde. Bonjour à tous. Au sommaire de ce 4e numéro des Français qui parlent aux Français du bout du monde, nous allons parler d'une guerre qui ne dit pas son nom, celle que Vladimir Poutine, en Russie, mène contre son peuple à l'intérieur, mais aussi contre l'Occident et particulièrement contre l'Europe dont il entend soumettre tous les anciens pays qui forment l'ex-URSS. Joël François Dumont, toujours à Berlin, je vous laisse nous présenter nos invités. Alors, cette émission, Jean-Michel, les Français parlent aux Français du bout du monde, diffusée également en Pologne par Radio Hexagone, ça veut bien sûr un clin d'œil à l'histoire. Cette émission s'adresse à tous les Français, mais aussi aux francophones et aux francophiles de tout pays, autant dire qu'ils sont nombreux et qu'avec eux, il n'est pas interdit d'évoquer la situation de pays en guerre, de pays occupés ou de pays mis en coupe réglée. Des pays où les populations se doivent donc de résister face aux dictatures. Aujourd'hui en Europe, alors que tout le monde aspire à vivre libre, à ses frontières, deux pays font exception. La Russie de Vladimir Poutine et la Turquie d'Erdogan. À une grande différence près, Erdogan, lui, est menacé dans les urnes, chose qui ne risque pas d'arriver à Poutine, puisque tous les opposants sont désormais interdits, emprisonnés et poursuivis. La Russie devient une immense prison, les sinistres goulags de Staline sont ressuscités. Pour parler d'histoire, Jean-Michel nous entend inviter deux historiens de renom. François Stom, que les auditeurs de la Voix du Béarn connaissent bien, professeur à la Sorbonne. François Stom a enseigné l'histoire de la Russie contemporaine. On lui doit aussi plusieurs livres de référence sur Gorbatchev et sur Poutine notamment. Je dirais à titre personnel qu'on pourrait publier toutes les chroniques de François Stom au cours de ces 30 dernières années, en vérité alors qu'elle ne s'est pas trompée et donc qu'elle ne nous a pas trompés pendant plus de 30 ans. Un deuxième historien aujourd'hui va nous parler, lui, des services secrets russes. Jerzy Targalski est polonais, professeur d'université. Il est depuis 30 ans considéré en la matière comme l'un des plus grands connaisseurs. Nous nous sommes connus à Paris, où il a vécu 14 ans. À l'époque, il ne s'était pas encore penché sur le rôle des organes, comme on les appelle là-bas, dans le démantèlement du communisme. Il va nous en parler. Et puis ensemble, on va se demander à quoi joue Vladimir Poutine. On parle souvent de désinformation, une notion mise à toutes les sauces. Il y en a aussi, certes, mais en fait, Poutine dit ce qu'il fait. Malheureusement, il fait souvent ce qu'il dit et en même temps, comme on dit aujourd'hui en France, il lui arrive de faire tout le contraire de ce qu'il dit. Par contre, en matière de guerre contre l'Occident, tout démontre que c'est son objectif déclaré et que là, il a de la suite dans les idées. On doit reprendre la désinformation des années 80. François Stom, êtes-vous d'accord avec cette introduction? Oui, effectivement, la Russie a renoué avec la tradition du KGB qui était d'utiliser la désinformation. Poutine est un officier, est avant tout un officier du KGB. Il est resté un officier du KGB dans l'âme. Mais il y a évidemment de grandes différences entre, je dirais, la guerre de l'information telle qu'elle est menée aujourd'hui par Moscou et la désinformation telle qu'elle était pratiquée dans les années de la guerre froide, surtout dans les années 70. Les moyens dont dispose Poutine aujourd'hui sont infiniment plus grands que ceux dont disposaient les soviétiques dans les années 70. Il y a des moyens financiers bien plus considérable parce que la Russie, en tout cas pas la Russie, on peut pas dire que la Russie roule sur l'or, mais les services russes roulent sur l'or maintenant. La population russe, elle est toujours assez misérable dans sa majorité, évidemment. Donc il y a les moyens financiers et il y a aussi des moyens techniques infiniment plus grands, notamment avec les réseaux sociaux qui n'existaient pas à l'époque de la guerre froide et qui aujourd'hui sont utilisés avec beaucoup d'adresses par le Kremlin. Donc voilà, ça concerne les moyens.
Quant au thème de désinformation, et je dirais plus, d'ailleurs, on pourrait parler davantage de guerre psychologique. C'est plutôt une guerre psychologique qui est menée contre l'Occident qu'une campagne de désinformation précise. Les soviétiques menaient des campagnes de désinformation précises visant à discréditer tel ou tel. Par exemple, ils avaient mené des campagnes à l'époque de la réélection de Reagan. Des campagnes avaient été menées par le KGB pour discréditer Reagan. Voilà, c'était des campagnes très précises avec des objectifs précis. Maintenant, c'est véritablement une guerre encore une fois, une guerre de l'information qui est menée, une guerre psychologique qui vise à démoraliser l'Occident en profondeur et à le faire douter de ses institutions, à le faire douter de la démocratie, à le rallier sournoisement à l'idée d'une dictature autoritaire sur le modèle poutinien. Ça va beaucoup plus loin que, encore une fois, que la désinformation soviétique. À ça, il faut ajouter qu'à l'époque soviétique, l'URSS était quand même très handicapé par la doctrine marxiste-léniniste, qui était un repoussoir pour la plupart des Occidentaux, et donc les dogmes de la doctrine marxiste-léniniste que la propagande soviétique essayait de répandre, ça marchait un petit peu dans le tiers-monde, mais finalement ça marchait de moins en moins, et c'était un handicap. Maintenant, ce ballast a été abandonné. Et encore une fois, ça rend la propagande du Kremlin beaucoup plus efficace, puisqu'il n'y a pas moyen de la réfuter, comme on pouvait réfuter la doctrine marxiste-léniniste. Là, on peut beaucoup moins la cerner, on peut beaucoup moins cerner cette idéologie qui l'anime, parce qu'elle est insaisissable, elle mange à tous les râteliers, elle est à droite, elle est à gauche. C'est beaucoup plus difficile intellectuellement de contrer cela que de contrer ce qu'avait été la propagande soviétique. Jésus, quelle est votre analyse? Justement, l'idéologie ne limite plus la Russie. La Russie est toujours en guerre contre l'Occident. C'est évident. Et la méthode, c'est toujours la menace. Soumettez-vous, sinon nous ferons la guerre. Nous allons rendre votre vie impossible. Et parce que l'idéologie ne limite plus la Russie, donc Poutine et la Russie offrent une offre à la gauche et à la droite en même temps. La Russie peut offrir tout à ce qu'attend chaque camp politique. Pour les conservateurs, nous sommes de vrais conservateurs, oui. Nous allons défendre la civilisation latine, l'Europe historique et classique. Pour la gauche, évidemment, nous sommes les premiers qui ont combattu les nazis. Nous représentons le progrès, donc joignez-vous à nous. Alors, il y a quand même une nouveauté tous les soirs à Moscou, sur la première chaîne de télévision, il y a la publication du top 10. Donc, au hit parade des pays déclarés hostiles à la Russie, je cite, la Pologne était en tête, et puis après, c'est la Tchéquie qui passait en tête. Le 26 avril dernier, la Pologne est revenue en première place après les États-Unis. Donc, je vous livre quand même les 10 pays dans l'ordre, c'est instructif. Donc, les États-Unis, la Pologne en deuxième position, ensuite la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, ensuite la Biélorussie, bien sûr, après la Grèce, l'Ukraine, l'Australie et enfin la Bulgarie. Et là-dedans, je suis très surpris, je ne vois ni l'Allemagne ni la France. Êtes-vous surpris, Jay-Z, de ne voir ni la France ni l'Allemagne dans ces pays qui soient soi-disant hostiles à la Russie? Pas du tout, parce que le projet russe, c'est toujours de nouer un axe russe-allemand.
Donc, ces tandems russe-allemand devraient régner en Europe. Et la France est traitée comme une sœur cadette de l'Allemagne. Donc, la Russie n'a pas besoin de combattre officiellement l'Allemagne ou la France. On combat les nations, les sociétés, mais pas l'État. La Pologne dérange. La Pologne dérange le plus dans la création de l'Europe russo-allemande. Donc, la Pologne, évidemment, est le cible préféré. Les pays baltes, c'est normal parce que ils devraient appartenir à la Russie. L'Ukraine, qui essaie de regagner l'indépendance, c'est aussi l'ennemi. C'est ce qui m'étonne un petit peu, c'est la Bulgarie, parce que la Bulgarie était toujours fidèle à la Russie, donc c'est quelque chose d'inattendu pour moi. Et l'Australie dans tout cela? La Bulgarie, je pense que c'est un réflexe d'humeur, parce que les Bulgares viennent de démanteler un réseau d'espions russes, et les Russes étaient très surpris que ça se produise, et donc c'était un réflexe d'humeur. Du coup, la Bulgarie a été mise sur la liste. C'est comme la République tchèque. La République tchèque, elle était très russophile, mais là, comme les Tchèques ont révélé cette affaire d'explosion du dépôt de munitions, du coup, et fait une grande purge des agents russes qui étaient chez eux. Du coup, la République tchèque a été catapultée au sommet de la liste, alors que ça c'est tout à fait récent. Hein. C'est une liste de circonstances en fait, et c'est des réflexes d'humeur. Mais pour commenter encore cette liste, il faut souligner que la plupart des pays qui figurent en tête de peloton et qui ont cette place honorable, ce sont les pays qui sont voisins de la Russie et qui connaissent la musique. Hein. La France et l'Allemagne sont plus loin et comme elles ont la chance d'être séparées de la Russie par d'autres nations moins chanceuses, et elles peuvent se permettre d'admirer Poutine, de partager. Dans le cas des Français, très souvent, les objectifs impériaux de Poutine sont vus avec une certaine sympathie. Donc, mais c'est encore une fois l'explication, c'est l'ignorance fondamentale qui règne en France et en Allemagne. En Allemagne, je dirais, c'est un petit peu autre chose. Il y a un complexe de culpabilité sur lequel les Russes jouent activement. Hein. C'est toujours la thématique antifasciste. Ça marche en Allemagne. Donc ça obscurcit un peu le jugement critique des Allemands vis-à-vis de la Russie. Et pour la France, c'est une espèce de croyance romantique, d'image romantique de la Russie qui tient à l'ignorance, une ignorance crasse, notamment en matière historique. Il y a une autre différence encore, parce qu'il y a des grands projets économiques allemand-russes, tandis qu'il n'y a pas de projet de telle envergure avec la France. Oui. La France, c'est plutôt la société qui est menacée par le problème musulman et la société qui veut voir en Russie une solution. Il y a peut-être autre chose qui explique cela. Bon, il faut quand même malheureusement rappeler que la France, comme d'autres pays, en 1945, lorsque le rideau de fer s'est abattu sur l'Europe, pour reprendre l'expression de Winston Churchill, ces pays ont été abandonnés dans la sphère russe. Donc, on les a délaissés alors que pendant des générations, pendant des siècles, des pays comme la Pologne et la France étaient extrêmement proches et étaient alliés. Bon, la République tchèque, la Slovaquie, tous ces pays étaient liés à la France. Et puis ils ont été du jour au lendemain abandonnés dans la sphère russe. Et ce qui est peut-être l'explication aussi de ce hit parade, c'est que dans ces pays aujourd'hui, ces pays ont retrouvé leur place en Occident,
Ils ont retrouvé leur place sur le plan culturel, sur le plan intérieur. Ils ne sont plus occupés, ils n'ont plus après la Gestapo pour la Pologne le KGB. Donc ils sont libres, on leur a enlevé leurs chaînes, ils ont envie de vivre libres, de vivre en bonne intelligence avec leurs voisins, et ils se sentent européens à part entière. Et ça, évidemment, ça déplaît à Moscou, qui n'est pas dans le circuit. Qu'en pensez-vous, Jesse? Oui, ça déplaît beaucoup à Moscou, mais la cause principale, c'est que la Pologne rend impossible l'alliance allemano-russe. C'est le problème principal. Parce que sans la Pologne, ou avec la Pologne subjuguée, soumise, etc., les projets allemano-russes d'une seule Europe de Vladivostok à Lisbonne peut devenir réel. Et ensuite, la Pologne, c'est un pays le plus fort et le plus grand parmi les anciens vassaux de la Russie ou de l'Union soviétique. Donc, si la Pologne si la Pologne est indépendante et se libère d'influence russe, les autres pays de la région peuvent la suivre. Et voilà le danger, surtout l'Ukraine. François Tom? Je pense, et c'est tout à fait vrai, les dirigeants du Kremlin ont toujours en tête le pacte Ribbentrop-Molotov et Yalta. C'est les deux modèles qui inspirent, je dirais, qui inspirent la diplomatie, qui sont toujours allés, en tout cas en arrière-plan dans la diplomatie russe, l'idée de partager avec un autre pays, de partager un pays intermédiaire et de se répartir les dépouilles. Ce modèle-là est extrêmement présent dans la diplomatie russe. Par ailleurs, il faut aussi souligner que en Pologne et en Europe centrale, en Europe orientale, on a encore le souvenir de ce que c'est que de vivre sans liberté, d'être privé de sa liberté. C'est quand même un souvenir encore assez récent. Ce que nous n'avons pas en Occident, en Europe occidentale. Il y a pas, les Européens n'ont pas le sentiment que leur liberté est précaire, que leur civilisation est fragile, qu'elle peut disparaître assez rapidement, puisque les bolcheviks ont liquidé la civilisation en quelques semaines en Russie. Il a suffi de quelques semaines pour détruire toute la frange civilisée qui existait en Russie. Donc ça, c'est une expérience qu'en Occident, qu'en Europe occidentale, on n'a pas faite, qu'on a faite en Europe orientale sous l'influence du bolchevisme. Et ça change beaucoup de choses. Jesse? Oui, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a rien à ajouter. Je voulais rappeler, nous faisions récemment une émission avec Françoise sur l'Ukraine. L'Ukraine a signé un traité. D'un côté, l'Ukraine a renoncé à ses armes nucléaires qu'elle a rendues à Moscou, et en échange, l'Ukraine pensait être protégée par les pays signataires, c'est-à-dire par la France, par l'Allemagne, la Russie et les États-Unis. Et la Grande-Bretagne. Et on a bien vu que l'Ukraine a failli être envahie. Si Biden n'avait pas mis, disons, la pression, ça veut dire que rien n'aurait gêné M. Poutine. Donc je pense que les Ukrainiens ont dû se sentir trahis. Mais hélas, c'est l'impression que l'on a quand on entend aujourd'hui des gens qui parlent de Roumanie, de République tchèque, de Slovaquie, des pays baltes ou de Pologne, c'est qu'ils ont l'impression que aujourd'hui, un soutien d'Allemagne ou de France, ils peuvent ne pas compter dessus. C'est votre sentiment? J'ai dit autrement dit, le seul qui éventuellement peut vous écouter, à part Londres, qui n'est plus dans l'Europe, ils sont toujours quelque part en Europe, mais ils sont plus dans l'Europe que nous connaissons, et ce sont les États-Unis. Autrement dit, vos alliés aujourd'hui sont où? À vrai dire, avec Biden, nous n'avons plus d'alliés. Voilà le problème.
parce que en Pologne, tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas compter sur l'Allemagne ou la France. C'est absolument clair. Et sous Trump, nous pouvons compter avec certaines limites sur les États-Unis. Maintenant, avec Biden, nous ne pouvons plus compter parce que la politique de Biden est basée sur l'alliance américano-allemande. Et si on fait l'alliance américano-allemande, ça signifie que les intérêts allemands comptent. Et le principal intérêt allemand, c'est l'alliance avec la Russie. Donc, nous n'avons plus d'alliés à ce moment. Ça, c'est vraiment grave. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. C'est très intéressant ce que dit Yeji et c'est juste. La politique américaine maintenant, elle est focalisée sur la Chine, et ça c'est une carte que les Russes peuvent très bien jouer. Et comme on parlait tout à l'heure de désinformation, je dirais que c'est un des thèmes principaux de la désinformation du Kremlin depuis des années. C'est l'utilisation de la carte chinoise, c'est-à-dire qui consiste à dire aux Français, aux Allemands, aux Américains: attention, ne nous poussez pas, ne mettez pas trop de sanctions, sinon on va se tourner vers Pékin, on va conclure une alliance avec la Chine et nous serons avec la Chine contre l'Occident. Alors, cet argument-là, on l'a entendu sous toutes les sauces, hein, notamment en France. Je l'ai vu passer au moins 100 fois. Et je voudrais dire que c'est un argument fallacieux parce que quoi qu'on fasse en Occident, l'hostilité de la Russie, elle est tournée contre nous. Quant à l'alliance avec la Chine, c'est totalement irréaliste parce que les Chinois poursuivent leur petit bout de chemin eux-mêmes, hein. Ils n'ont absolument pas besoin de l'alliance russe. Ils prennent les Russes pour un pays sous-développé dans lequel il y a beaucoup de ressources naturelles, mais c'est tout. Et donc c'est absolument. Et les Russes le savent. Ils savent qu'il n'y a rien à tirer des Chinois. Autant il y a à tirer des Européens, autant la Chine ne fait pas de cadeaux. Donc il est totalement illusoire de croire à cette alliance entre la Russie et la Chine. Pour chacun des deux, pour les Chinois et pour les Russes, ils ont intérêt évidemment à mettre en scène cette entente pour faire pression sur l'Occident. Les Chinois le font aussi, les Russes le font. Mais il s'agit encore une fois plutôt d'une guerre psychologique que d'une réalité. Donc il faudrait tenir compte du caractère illusoire de cette menace et enlever ce thème à l'arsenal de la désinformation russe, hein, ce thème d'une entente avec la Chine. Encore une fois, c'est largement dans le domaine de l'illusion parce que pour les Chinois, les Russes en fait sont une puissance de nuisance de l'Occident, mais c'est tout, hein. C'est pas plus. Et donc ils sont utiles pour leur capacité de nuisance et leur capacité à distraire l'Occident de leurs agissements, mais ça ne va pas plus loin. Voilà ce que je voulais ajouter, parce que effectivement cette entente avec l'Allemagne, c'est une vieille politique américaine. C'était la politique de Bush père aussi, de miser avant tout sur l'entente avec l'Allemagne en Europe, parce que l'Allemagne, elle est comme, d'ailleurs, c'est la même chose c'est ce que pensent aussi les Russes, que c'est la puissance déterminante en Europe, donc il faut avoir l'Allemagne de son côté. C'est exactement ce que pense Moscou, que les autres vont suivre s'ils arrivent à contrôler l'Allemagne. Mais voilà, cette politique doit être vue maintenant du côté américain pour comprendre les motivations américaines. Elle doit être vue dans la perspective de cette obsession
cette priorité donnée à la menace chinoise. Oui, le problème, on va revenir en détail sur ces oui. Le problème c'est que la collaboration russo-chinoise devient de plus en plus étroite. La Russie dépend financièrement de la Chine. C'est la Chine qui finance des gros projets, des gazoducs qui mènent vers la Chine, et la rupture russo-chinoise est impossible à cause de cette dépendance. Mais en même temps, la Russie fait une illusion, crée une illusion que l'animosité russo-chinoise est possible, mais vous pouvez nous payer, nous donner c'est ce que nous voulons, et à ce moment-là, nous allons rallier de votre côté contre la Chine. C'est une illusion totale. Et là on aussi, va revenir sur les actions. Là aussi, j'évoquerai un précédent historique. C'est dans les années, en 1939, au printemps 1939, quand Staline avait le choix entre l'alliance occidentale, l'alliance avec la France et l'Angleterre, et avec l'Allemagne, l'entente avec l'Allemagne, eh bien, il a choisi l'Allemagne. Ça aboutit au pacte germano-soviétique. Pourquoi est-ce qu'il a choisi l'Allemagne alors que l'Allemagne était la puissance la plus dangereuse pour l'Union soviétique? Hitler ne cachait pas son objectif d'attaquer l'Union soviétique et d'éradiquer le communisme, etc. Mais Staline a choisi le partenaire le plus dangereux. Exactement comme aujourd'hui, Poutine choisit le seul pays qui présente un danger réel pour la Russie et pas un danger imaginaire comme l'OTAN. La Chine, elle a véritablement des ambitions en Sibérie et elle n'a pas oublié les traités inégaux du 19e siècle. Donc là, il y a un danger réel pour la Russie. Mais c'est toujours les mêmes motivations qui jouent. Poutine a choisi l'entente avec la Chine par haine de l'Occident. Comme il haïssait la Grande-Bretagne et la France, il préférait s'entendre avec Hitler. Et on a très bien vu, après le pacte germano-soviétique, il y a eu une véritable entente cordiale entre Staline et les Allemands, qu'on n'a jamais vu avec l'alliance au sein de la Grande Alliance entre Staline, Churchill et Roosevelt. Ça n'a jamais atteint la cordialité qui existait avec les Allemands. N'oublions pas que les Soviétiques faisaient jouer Wagner au moment du pacte germano-soviétique pour faire plaisir à Hitler. Ils faisaient jouer les opéras de Wagner à Moscou. Ça allait très loin cette entente et c'était une entente véritablement cordiale. Voilà. Donc, je pense que ce précédent doit nous faire réfléchir concernant la Chine. Vous avez un pays qui est une menace réelle aussi pour la Russie. Poutine vient de dire qu'il allait casser les dents à tous ceux qui voulaient arracher un morceau de la Russie. Eh bien, le seul pays qui aurait ces ambitions, c'est la Chine. Et malgré cela, il donne la priorité à l'entente cordiale avec Pékin. Et tant que Poutine sera au pouvoir, à mon avis, cette politique ne changera pas. D'autant que les gens comme Rothenberg, l'ami de Poutine, appartiennent à ce groupe qui soutient la collaboration avec la Chine. Donc, les Chinois disposent d'un lobby puissant au sein de la Russie et auprès de Poutine. Et encore une différence, parce que tout le monde se rappelle les temps soviétiques. Mais à ce moment-là, l'Union soviétique et la Chine communiste étaient divisées par l'idéologie. Et maintenant, l'idéologie ne joue plus. Ce ne sont plus deux pays communistes qui rivalisent qui est le meilleur communiste, oui. En fait, si, il y a une base idéologique quand même, c'est la haine de l'Occident. Ah oui. Qui reste chez les deux.
Et le ressentiment et la haine de l'Occident les unit et les cimente ensemble. Donc il y a une base qui unifie, il n'y a plus de base qui divise. Voilà, c'est ça. Alors, avant d'entrer dans le détail des types d'opérations qui sont mises en œuvre par la Russie de Poutine, je vais parler de l'Ukraine avec vous, Françoise, à l'instant. Récemment, nous avons eu sur cette antenne l'ambassadeur Barry de Longchamp, qui était ambassadeur en Pologne. Et sur l'Ukraine, il disait ceci. Pour la Russie, c'est quand même une découverte, une grande stupeur de se découvrir en 1991 sans l'Ukraine. Sans l'Ukraine, la Russie doit découvrir ce qu'elle n'a jamais été, c'est-à-dire un État-nation. Elle a toujours été un empire, la Russie, n'a jamais été un État-nation. Avec l'Ukraine, la Russie est un empire. Sans l'Ukraine, il faut qu'elle se trouve sa place comme État-nation. C'est un enjeu qui est extrêmement important et c'est considérable. Alors, Jésus, vous êtes dans un État-nation ancien, un véritable État, une véritable nation qui a sa langue, contrairement à cet empire russe. Comment vous voyez cette chose-là? Est-ce que c'est le fond du problème finalement? Justement, Poutine était convaincu que les Ukrainiens, ce sont des Russes, au fait. Les Biélorusses, ce sont des Russes. Tout le monde est russe. Peut-être d'une qualité inférieure, oui, mais quand même de Russes. Et maintenant, il a vu que les Ukrainiens, c'est une nation. Ils ne veulent pas être russes et ils ne seront pas des Russes. Donc, il était stupéfait, disons. Mais c'est vrai que la Russie est devenue l'empire avec la conquête des terres ukrainiennes. Et sans l'Ukraine, la Russie revient à ses frontières anciennes. Je voudrais répondre aussi à cette question. C'est vrai que la Russie n'arrive pas à se concevoir en nation. Elle s'est constituée en empire avant d'avoir été, à la différence des pays européens qui se sont d'abord constitués en nation et ensuite se sont gagnés des empires. La Russie, elle a tout de suite, elle s'est formée en empire avant de s'être formée en nation. Elle n'a cessé de grandir depuis Ivan III. Elle n'a cessé de grandir et et ça, on peut dire que son mode de fonctionnement politique, sa mentalité, c'est une mentalité impériale. Elle ne comprend pas ce que c'est que d'être une nation. La Russie nous parle du nationalisme, etc., mais elle ne sait pas ce que c'est qu'une nation parce qu'elle se conçoit en empire. Et c'est important pour la politique étrangère, pour comprendre la politique étrangère, y compris en Europe, parce que sa diplomatie et son action à l'étranger s'inspire de cette tradition impériale. La tradition impériale consiste à contrôler les élites des pays qu'on veut soumettre. D'où, voilà, là on débouche directement sur notre sujet, les mesures de subversion de la Russie à l'étranger. Elles visent toutes à prendre le contrôle des élites dirigeantes dans les pays qui sont visés. Et il ne s'agit pas seulement de l'étranger proche, de la Pologne ou ou des pays du Caucase. Non, la même politique est pratiquée à l'égard des pays d'Europe occidentale. On le voit très bien. Il y a une politique tout à fait élaborée de ciblage des élites dirigeantes et de recrutement ou de cooptation, on peut dire soit de recrutement, soit de cooptation des élites dirigeantes, les chefs de parti, les grands médias, etc. Rien n'échappe à l'attention du Kremlin. Ça, c'est lié justement à cette tradition impériale de la Russie qui se poursuit. Regardez comme Catherine II avait recruté Voltaire, au point que Voltaire a approuvé le partage de la Pologne. Il pensait que c'était très progressiste parce que Catherine II avait affirmé qu'elle allait
rétablir sur les terres polonaises la liberté religieuse opprimée par le papisme. Ça avait très bien marché avec les hommes des Lumières français, ce genre de. Vous voyez, c'est pas nouveau, hein, la désinformation russe, elle marche bien depuis longtemps. Voilà, mais ce sont des méthodes impériales et il faut bien comprendre cette essence impériale au fond, la Russie n'a pas de politique étrangère. Elle a uniquement une politique impériale. Jésus? Oui, c'est vrai, c'est l'Empire. Et le plan de Poutine, c'est toujours regagner l'Empire soviétique ou l'Empire russe ancien. Et la Russie vit pour ça, parce que la Russie n'a plus de politique antérieure. Toujours, c'est la politique d'agression, la politique de guerre contre l'Occident. Alors, il y a une chose quand même qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit les gens les plus courageux pour s'opposer, d'abord pour dénoncer, mais ensuite pour tenter de s'opposer à cette violation permanente de nos démocraties. C'est le cas de la démocratie française. On l'a vu dans les élections françaises, l'intervention des Russes. On l'a vu aux États-Unis. Mais quand on voit cette agression permanente, je constate que les plus courageux, ils sont en Pologne, en Tchéquie ou dans les pays baltes. Je vais prendre l'exemple, puisque nous sommes près de la Pologne en ce moment. Anna Fotyga, qui est une parlementaire polonaise, est intervenue récemment pour donner des informations qui, normalement, auraient dû être relevées et il aurait dû y avoir quelque chose. Mais quand on attend une réaction de l'Europe, une réaction politique, malheureusement, on n'attend rien. C'est ça le drame. Donc, les seuls qui travaillent, les seuls qui dénoncent ces opérations de subversion, comme disait François Stom à l'instant, c'est même plus que la subversion. C'est la guerre psychologique. Ça va même jusqu'à la guerre avec des armes. Bon, ça tue. Donc là, on s'étonne quand même que les seuls qui résistent, ce sont les Polonais, les Tchèques et les Pays-Baltes. Parce que les Polonais et les Pays-Baltes ont leur intérêt à résister. Et avec la Tchéquie, c'est une autre affaire, mais il faut souligner que à Prague, il travaille cette équipe de M. Yanda qui travaille justement sur la désinformation russe constamment. Oui. Et les autres, ils ne sont pas agressés, c'est-à-dire ils ne se sentent, les autres, ils ne se sentent pas menacés par la Russie. Donc, ils n'ont pas leur intérêt. Par contre, l'Allemagne ou la France, les autres pays européens, ils ont intérêt à vendre, à faire du commerce, à nouer des relations économiques avec la Russie, parce que il y a une illusion que la Russie, c'est un grand marché et on peut faire des affaires là-bas. Par contre, la réalité, c'est que la Russie, c'est un marché très plat, il n'est pas profond, parce que la Russie n'a pas d'argent. Et le seul moyen d'avoir l'argent pour la Russie, c'est de vendre du gaz, les hydrocarbures. Oui. Donc, ces projets, d'où ces projets allemano-russes. Mais tout le monde à l'Occident rêve à faire des affaires. Et voilà la cause. Oui, je pense que dans le cas de la France, il y a autre chose. Il y a une crise politique profonde. Là aussi, je me rappelle je me rappelle pas personnellement, mais comme historienne, je me rappelle les années 30.
où en France, la démocratie était remise en cause et une partie de l'opinion regardait du côté allemand, une partie de l'opinion regardait du côté soviétique. On cherchait des idéaux à l'étranger parce que par rejet de la réalité, de la terne réalité politique française ou de la décevante réalité politique française. Aujourd'hui, on a aussi un peu ce dégoût de soi très fort en France. Le problème, c'est que la démocratie en Occident est en crise, en état de crise. Et à chaque fois, quand la démocratie est en crise, la Russie profite. Oui, c'est ça. Et il y a une bonne partie de l'opinion française qui considère que Poutine, c'est un modèle qu'il a réussi à remettre de l'ordre chez lui, qu'il n'y a pas les problèmes qui existent en Occident, qu'il n'y a pas cette pourriture qui se répand, ce laxisme, etc. Donc tout ça nourrit la complaisance à l'égard de la Russie et je dirais débranche l'instinct de conservation. En fait, ce qui manque à la France, c'est l'instinct de conservation. Elle n'a plus l'instinct de conservation parce que elle ne sent pas qu'elle ait quelque chose à défendre, qu'elle peut perdre quelque chose. Donc, on voit maintenant une répétition de cette situation des années 30. Parce que aux années 30, on regardait vers l'Allemagne hitlérienne ou vers l'Union soviétique. Et maintenant, on regarde vers la Russie de Poutine ou vers la Chine. Et il y a des gens qui veulent appliquer en Europe le modèle chinois qui est très dangereux pour nous, pour nos libertés. Mais je pense que il y a quand même plus d'attraction pour la Russie que pour la Chine en France, parce que beaucoup de Français sont dupes de la propagande poutinienne de la Russie qui défend l'Occident, qui défend la chrétienté, etc., ce dont parlait Yégi tout à l'heure. Beaucoup de Français s'imaginent que la Russie est la championne de l'Occident. Oui, mais quand vous dites, François Stone, que les Français sont dupes de ce que fait réellement la Russie, et je vous pose la question à vous aussi, c'est peut-être aussi un peu dû à nos responsables politiques qui nous parlent aussi d'une nouvelle forme d'alliance renforcée avec la Russie, un partenaire indispensable sur un plan socio-économique en Europe. Oui, il y a cette illusion dont parlait Yégi, que la Russie est un immense marché avec un potentiel économique considérable. C'est la méconnaissance du système économique russe qui est un système de prédation. Le pouvoir poutinien est un pouvoir de prédateur. Donc ça ne peut pas faire marcher une économie. En revanche, la Russie a besoin de l'Europe justement parce que c'est un pouvoir prédateur. Donc une fois que ces brebis ont été non seulement tondues mais écorchées, comme disait l'empereur Tibère, eh bien il faut trouver d'autres brebis à tondre. Les brebis à tondre, elles sont du côté de l'Europe occidentale et notamment l'Allemagne et la France. Ce sont des pays riches. La Russie a besoin d'investissement, elle a besoin de technologie, elle a besoin de pouvoir puiser librement dans ses réservoirs de technologie et d'investissement. Elle voit l'Europe comme ça. C'est un appendice à son une espèce de réserve où ce pouvoir prédateur moscovite peut encore s'étendre. Mais pour l'Europe en général et pour la France aussi et particulièrement, la Russie quand même fait rêver parce que même si c'est une diaspora qui est venue s'installer chez nous depuis la chute du mur et depuis la fin du régime Gorbatchev, voire depuis l'avènement de Vladimir Poutine, parce qu'il y a peut-être une volonté politique, cette communauté russe amène des devises et fait voir qu'elle est riche, elle vient dépenser chez nous, investir chez nous. Oui, c'est justement parce que le régime de Poutine est un régime de prédation. Alors il y a un certain nombre de gens
bien connectés avec le pouvoir qui s'enrichissent et qui se dépêchent de mettre leur argent à l'étranger pour éviter d'être plumés chez eux. Ça, c'est caractéristique, mais c'est très important parce que ça crée des réseaux de corruption. Tout cet argent russe qui vient en Angleterre, c'est surtout en Angleterre que l'argent russe s'est répandu, en Angleterre mais aussi en France, crée et nourrit des réseaux de corruption qui créent un lobby russophile capable d'influencer nos politiques. Mais ça ne veut pas dire que la Russie soit un pays riche. Hein. Il y a des gens riches, il y a beaucoup de gens riches en Russie, mais c'est pas un pays riche en soi. C'est pas parce que la majorité de la population russe, elle est quand même encore misérable. Hein. Et il y a de plus en plus de pauvres en Russie d'ailleurs, étant donné que la priorité du pouvoir du Kremlin, c'est pas le bien-être de la population russe, c'est le pouvoir, c'est de créer une machine de puissance capable d'intimider les voisins et de pratiquer le racket à l'échelle internationale. Au fond, le régime poutinien, c'est un régime de racketteurs. Poutine a commencé par le racket à Saint-Pétersbourg et ce régime s'est ensuite hissé en Russie, au Kremlin, et maintenant le racket se répand à l'étranger. Oui, le problème c'est que le système russe ne peut pas se développer. Il ne peut que parasiter sur les autres. Il faut des proies pour parasiter. Et voilà, l'Europe se présente comme prête à remplir ce rôle. Alors, il y a quand même quelque chose qui a considérablement changé. C'est que la Pologne, dès qu'elle s'est libérée de ses chaînes, les pays baltes et la République tchèque, pour les nommer, sur le plan économique, ces pays ont fait, en l'espace de 25 ans, une véritable révolution économique. Quand on voit le niveau de vie aujourd'hui en Pologne ou en République tchèque ou dans les pays baltes, ça n'a plus rien à voir avec la misère qui est entretenue du temps d'époque soviétique. Vous êtes d'accord avec moi, Gélie? Oui, c'est vrai. Le niveau de vie en Russie baisse tout le temps. Là-bas, rien n'a changé depuis l'époque soviétique. Tandis que les pays de la région se sont développés et se développent très vite. D'ailleurs, l'Allemagne vend beaucoup plus à la Pologne qu'à la Russie. Alors, tout à l'heure, Françoise a parlé du KGB avec Poutine, bien sûr. Vous êtes un expert des services russes, Gézy. Il y a quand même une chose qui est très étonnante pour nous, c'est dans les pays occidentaux, le monde du renseignement n'a rien à voir avec le monde de la mafia. Alors qu'en Russie, on se demande où commence l'un et où s'arrête l'autre. Organes et mafia, même combat. C'est votre idée? Le problème est que la mafia, comme l'institution séparée de l'État, n'existe pas. La mafia, le KGB ou les services secrets, maintenant FSB, et les autres ne font qu'une. Donc, il n'y a pas de mafia sans les services spéciaux russes. Cette mafia, c'est un instrument. C'est un instrument d'action pour les services secrets russes. On le voit comme la mafia tchétchène, par exemple, à Berlin. Oui. Dans les auxiliaires des services russes. Oui, mais toujours la collaboration entre les KGBistes et la mafia sont très étroites. Alors, il y a quand même aussi quelque chose qui a changé depuis l'époque où nous sommes rencontrés, nous sommes connus, c'est cette propagande haineuse au quotidien à travers les réseaux sociaux qui n'existaient pas, ces opérations qui visent à fausser les résultats d'élections démocratiques, le vol de données avec des hackers, des moyens sophistiqués, des moyens financiers considérables par les Françoises. Donc, ceci, on le vit au quotidien. Et les Polonais là-dessus sont extrêmement vigilants. Contrairement aux Français, à part les Britanniques, les Allemands et les Français ne s'y intéressent pas. Et pourtant, ils sont menacés au quotidien. Chez vous, comment on perçoit cela dans l'opinion publique, Gézy?
nous percevons ça comme une chose tout à fait normale, c'est-à-dire que l'Occident est incapable à résister et plutôt voit son intérêt à la collaboration avec la Russie. Donc, nous n'avons pas d'illusion que l'Occident est vraiment désarmé vu les méthodes de l'agression russe. Désarmé par volonté, c'est-à-dire l'Occident se désarme parce que il a volonté d'être désarmé. Oui, je suis toujours frappée aussi quand j'écoute, par exemple, les émissions à la télévision ukrainienne, comme à quel point la France et l'Allemagne sont désignés comme pratiquement des pays déjà vassalisés par la Russie, sur lesquels on ne peut absolument pas compter parce qu'ils seraient complices de la Russie. C'est une perception très, je dirais très répandue, à laquelle d'ailleurs la propagande russe travaille aussi, parce que la propagande russe a tout intérêt à dire aux Ukrainiens et aux Polonais que vous pouvez pas compter sur les Occidentaux. C'est assez vrai, mais la propagande russe en rajoute encore pour démoraliser la résistance des pays d'Europe centrale et orientale. Il s'agit de démoraliser la société. Démoraliser la société. Ne comptez à personne. Voilà. Tellement nous. Voilà, nous. Vous devez vous soumettre parce que personne ne résistera à la Russie. Ouais, la Russie est tellement puissante que personne ne résistera. Dans 2 semaines, on va avoir ce premier rendez-vous entre le nouveau président américain, M. Biden, et Vladimir Poutine. Donc, vu ce que vous avez dit tout à l'heure, Jesse, qu'est-ce que l'on peut avoir comme crainte en Pologne de cette rencontre? Qu'est-ce qu'on attend de positif de cette rencontre? Et quelles sont les craintes que l'on peut avoir en même temps, vu la relation que vous avez réaffirmée entre cette volonté à la fois américaine et à la fois russe de s'intéresser d'abord à l'Allemagne, ce qui laisse supposer d'oublier la Pologne. Oui, tout le monde craint en Pologne que nous aurons une nouvelle Yalta. C'est-à-dire que les États-Unis vont se partager de notre région avec la Russie. Donc c'est un sentiment tout à fait répandu. Que voilà, ils vont nous vendre à la Russie. C'est-à-dire les Américains, évidemment, les démocrates. Moi, je considère que ce sommet est une erreur de la part de l'administration Biden qui avait à l'origine plutôt bien commencé, mais là, je ne comprends pas ce qu'ils pensent pouvoir gagner à rencontrer Poutine il faut aussi voir ça du point de vue de la politique intérieure russe. Hein. Le régime de Poutine a complètement maintenant écrasé son opposition, bétonné le champ politique. Alors donner à Poutine un succès en politique étrangère, parce que ce sommet, quel que soit le résultat, va être présenté comme une immense victoire de la politique étrangère de Poutine, qui a forcé les Américains à considérer la Russie comme un partenaire sur un pied d'égalité, etc. C'est absolument contre-productif, surtout que nous entrons quand même en Russie, nous entrons dans une période de lutte pour la succession. Nous sommes peut-être déjà en plein dans une période de lutte pour la succession. Il faut bien comprendre que la politique étrangère de Poutine ne fait pas l'unanimité dans les élites russes. Même des proches de Poutine ne sont pas contents parce que cette politique
de leur président compromet leurs avoirs à l'étranger. Ils peuvent plus voyager aussi facilement, avoir accès à leurs actifs en Occident qui risquent d'être confisqués dans des sanctions, etc. Donc beaucoup de clans dans l'élite russe contestent la politique, ne sont pas contents de la politique étrangère de Poutine. Même si on ne le voit pas beaucoup percoler dans les médias, ça percole un tout petit peu, mais pas énormément. Mais il y a des indices qui montrent cette contestation. Alors, cette rencontre avec Biden, c'est un succès pour Poutine. Et ça permet à Poutine de prouver à ses proches que oui, la politique de brutalité, de fait accompli brutal, la politique de mépris absolu de l'Occident, elle est payante. Et il n'y a pas de raison d'en changer. C'est une erreur politique que je n'arrive pas à comprendre, dont je n'arrive, à part peut-être par cette illusion qu'il serait possible de neutraliser la Russie dans le conflit futur avec la Chine. Je ne comprends pas les motivations américaines. Je ne comprends pas pourquoi Biden a accepté quelque chose qui est quand même une démarche humiliante quand il a quand même traité de Poutine d'assassin. On ne serre pas la main à un assassin, à quelqu'un qu'on a traité d'assassin. C'est quelque chose d'humiliant pour les États-Unis. Alors cela veut dire qu'il faudra que nous consacrions aussi une émission au conseiller de Joe Biden, peut-être prochainement, Françoise Thom. Nous arrivons à la conclusion de cette émission. Joël, je vous laisse faire cette conclusion, s'il vous plaît. Moi, je suis à la fois très ému d'entendre ce que j'ai entendu. D'abord, comme toujours, on apprend des choses parce qu'on ne sait pas les découvrir dans la presse de nos pays occidentaux. Mais la presse occidentale, c'est aussi la presse polonaise. Et quand c'est écrit en polonais, on ne le voit pas très bien. C'est pour ça qu'il est important d'entendre des voix qui nous expliquent quelles sont ces menaces, parce que ces menaces, elles touchent la Pologne aujourd'hui, mais elles touchent la France demain. Donc, qu'on ne veuille pas le comprendre, c'est quand même surprenant. Jay-Z, est-ce que vous avez quand même le sentiment que les Polonais vont se battre pour faire savoir, notamment au monde libre, au monde occidental, dans lequel ils sont vraiment pleinement aujourd'hui, quelle est la menace qui se profile à l'horizon immédiat? Je suis pessimiste. Je crains que la colonne vertébrale de la nation polonaise a été cassée. Donc, je suppose plutôt que l'orientation pro-russe va devenir plus forte en Pologne. Regardez, les États-Unis nous ont trahis, oui. L'Allemagne et la France est toujours des côtés russes, donc il n'y a pas d'autre solution que se rallier soit à la Russie, soit à la Chine. Voilà la réponse populaire, disons. Et c'est ce qui... À la limite, c'est moins dangereux, ils sont quand même plus loin. Oui, et c'est ce que fera le gouvernement, je ne sais pas. Pour l'instant, le gouvernement s'est soumis totalement à l'Allemagne. Donc, on ne fait que la politique pro-allemande totale. Le mot de la fin, Françoise? Oui, je pense, je reviens à mon idée de la succession, parce que beaucoup dépend de ce que va être la succession de Poutine. Je pense qu'un échec de politique étrangère est la seule chose qui puisse faire bouger la Russie, étant donné que l'opposition est complètement maintenant écrasée. Donc, le seul facteur qui puisse faire évoluer les choses, ce sont des échecs cinglants de politique étrangère, y compris et surtout dans la politique européenne, parce que c'est le point sensible pour le Kremlin. Ce qui a expliqué la réforme gorbatchevienne, ce sont les échecs qu'avait subi la politique étrangère d'Andropov avec l'affaire des euromissiles. Les euromissiles, finalement, ont été installés en Europe en 1982. Ça a été un énorme échec pour Moscou. La venue au pouvoir des chrétiens démocrates en Allemagne avec Kohl en 82, c'était un énorme échec. Et c'est ce qui a déterminé
finalement la perestroïka gorbatchevienne, la volonté de réforme. C'est pas des considérations intérieures, ce sont des échecs de politique étrangère. Et la politique de Reagan y a bien sûr contribué. Donc je pense aujourd'hui, il faut se souvenir de cette leçon. Il faut penser que le régime russe a besoin d'échecs en politique étrangère, d'échecs retentissants, et pour faire bouger le système. C'est la seule chose. Encore une fois, on ne peut pas compter sur l'opposition intérieure. Elle est écrasée. Voilà. Donc, il ne faut pas donner l'impression à Poutine qu'il marque des points à tout moment. Et ce qui est en train de se passer. Merci François pour cette déclaration. Merci Jerzy Targalski d'avoir participé à cette première émission. J'espère qu'on vous reverra avec Jean-Michel ici même, et notamment après la fameuse rencontre entre les deux pays, pour voir, en l'espérant que non, que ces craintes ne sont pas justifiées. Nous vous accueillerons à nouveau avec grand plaisir, effectivement. Merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.